Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce dimanche. Mans, chef-lieu de la région des montagnes dans l'ouest ivoirien, abrite en ce moment le festival Tonkpi Nidalé. Il a été lancé hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce festival vise à valoriser et à promouvoir la culture dans. Nous sommes le 10 décembre, c'est la journée des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire mène campagne pour permettre aux populations de s'imprégner des mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits de l'homme. Nous aurons un dossier dans ce 20h consacré aux ressources halieutiques. Quelle contribution de l'aquaculture à l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en poissons? Que fait le gouvernement pour combler les besoins des consommateurs? Nous irons dans l'une des 3 stations d'alevinage opérationnel à Boaki. D'énormes incendies menacent Los Angeles aux États-Unis. La région est en proie aux flammes. Des milliers d'hectares ont été ravagés. 200 000 personnes ont été évacuées. D'après les autorités, c'est l'incendie le plus dévastateur depuis plus de 50 ans dans cette région. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous prenons tout de suite la direction de Mans, dans l'ouest ivoirien, qui vibre en ce moment au rythme du festival Tonkpi Nidalé, le festival des arts et de la culture dans. C'est la première édition. Elle a été lancée hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le festival Tonkpi Nidalé vise la promotion de la culture dans et le développement de la région du Tonkpi. Mamadou Kwasi. Le Tonkpi a battu le rappel de toutes ses filles et de tous ses fils dans leur diversité politique, religieuse et sociale pour la première édition du Tonkpi Nidalé, festival de promotion des arts et de la culture dans. Cette première édition enregistre la participation de plusieurs peuples de la Côte d'Ivoire, alliés des dents. Et pour le président du conseil régional du Tonkpi, Dr Albert Mabrouk-Touakus, initiateur de ce festival, le Tonkpi Nidalé vient renforcer les autres festivals pour le développement de la région. En effet, l'ambition du Conseil régional du Tonkpi est de faire du Nidalé un projet culturel fédérateur qui rassemble le peuple dans ses alliés et ses frères, ainsi que les peuples amis, en vue de valoriser notre culture et s'appuyer sur la puissance mobilisatrice des arts de la scène pour mettre en mouvement tout notre peuple en vue du développement et de la cohésion sociale. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, salue ce festival qui s'inscrit désormais sur le calendrier culturel ivoirien. Parrain de cette première édition du Tonkpi Nidalé Festival et représentant à la fois le président de la République, haut patron, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly félicite le peuple d'An pour cette initiative de rassemblement des enfants de cette partie de la Côte d'Ivoire autour des valeurs culturelles. La tenue du festival Tonkpi Nidalé remet au goût du jour la problématique de la culture et du développement et revêt donc un intérêt tout particulier pour le gouvernement. En effet, nos cultures et celles de valeurs fortes et essentielles qu'il nous faut promouvoir pour la construction harmonieuse de notre pays. Il s'agit notamment des valeurs civiques ou morales, telles que le respect de la chaîne des générations, du droit d'aînesse et du bien public. Des valeurs de paix et de cohésion sociale à travers la promotion du dialogue et des alliances à plaisanterie. Pour le développement de la région du Tonkpi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly annonce de grands projets pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Un nouveau CHR sera construit donc à Mans. Je note la demande d'étudier, compte tenu de la présence de l'université, que ce CHR nouveau, ce grand hôpital nouveau, puisse être considéré comme éventuellement la première tranche d'un CHU. Je peux également vous dire que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé de l'électrification de 252 localités qui le seront d'ici fin 2018 sur un financement de la BAD et qu'il y a 40 qui le sont donc déjà. Oui, donc début 2019, nous viendrons, ou le président viendra lui-même, pour venir lancer l'électrification de 252 localités dans la région du Tonkpi. Cette édition du Tonkpi Nidalé Festival a pour invité spécial le peuple Atchan, venu des bords de la lagune de Prié.
Cette rencontre a permis également au cadre de la région du Tongpi de rendre les résolutions et les conclusions des différents colloques et forums économiques organisés dans le cadre de ce festival. Voilà, le festival Tongpi Ni Dale Ntandé, réjouissance en langue d'un, est aussi un vecteur de cohésion selon les organisateurs. Les filles et fils de la région se sont retrouvés autour de ce festival pour communier ensemble, consommer et promouvoir la culture et l'identité d'un. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Initialement conçu pour la promotion des arts et de la culture d'An, et surtout pour la valorisation des richesses touristiques de la région du Tongpi, le Tongpi Ni Dale Festival s'est transformé en une seule édition, en un cadre de valorisation de la richesse culturelle des peuples du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Des Bété Owe, en passant par le Gourou et les Nyambois, tous les sous-groupes des Mandés du Sud ont fait le déplacement de Mans. Avec eux, le peuple baoulé venu du centre de la Côte d'Ivoire pour confirmer son alliance avec ces peuples du Grand Ouest ivoirien. Nous continuons de fonder beaucoup d'espoir en cette alliance en nos deux communautés, car convaincus qu'elle aidera à renforcer les liens séculaires qui nous unissent, mais aussi surtout à créer de nouveaux mécanismes d'anticipation et de résolution des conflits qui pourraient survenir à nos parents qui cohabitent sur ce territoire. C'est pour tout cela que je voudrais simplement vous dire, population de Mans, chers parents, Yacouba, Noué, et enfin, Noué Bao. Merci pour votre sens élevé de la fraternité, de la solidarité. Pendant ces 5 jours, le festival va enregistrer la prestation de tous les groupes de danse des terroirs. Des prestations côté des autres peuples alliés, dont les Peuls, pour renforcer la cohésion sociale et la paix dans leur région. Désormais, selon le ministre Albert Maprutoakus, président du conseil régional du Tongpi, il faut compter avec la culture et le tourisme dans la politique de développement du Grand Ouest ivoirien. Voilà, n'hésitons pas que la culture rassemble. On l'a vu donc dans ce reportage. On parle aussi promotion des droits de l'homme dans cette édition. Nous sommes le 10 décembre aujourd'hui. C'est la 68e journée des droits de l'homme. La CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, mène campagne pour permettre aux populations de s'imprégner des mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits de l'homme. Grâce Kando. Place CP1 dans la commune de Yopougon. Lieu choisi pour célébrer un double événement, la 68e journée des droits de l'homme et les festivités marquant le 70e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration portant entre autres sur le droit à l'éducation, à la santé, à la liberté d'expression, à la sécurité et à la paix. Nous recevons à longueur de journée des personnes qui sentent leurs droits froissés, qui viennent à nous et que nous essayons d'instaurer dans leurs droits. Et puis nous menons des activités de protection. Nous publions des mécanismes qui protègent les droits de l'homme, tant au plan international qu'au plan national. Et nous collaborons pleinement avec les autorités détenteurs de droits. Le ministère de la Justice organise des caravanes de droits de l'homme à travers le pays pour sensibiliser les populations sur la réalité des droits de l'homme. Ce sont des campagnes tournantes pour amener la population à prendre conscience des droits de l'homme. Plusieurs structures s'investissent également dans la promotion des droits de l'homme à travers des actions concrètes sur le terrain. Nos objectifs, c'est de promouvoir l'éducation au milieu des enfants en difficulté et en situation de handicap. Permettre à ces enfants, leur donner le droit d'éducation et permettre aussi à ces enfants d'intégrer l'école normale à travers notre centre appelé Sekalfa Inclusif. Nous avons aujourd'hui un projet sur les détentions préventives où nous luttons pour les personnes qui sont dans les prisons, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été jugées. Donc nous luttons de sorte à ce qu'aujourd'hui ils puissent connaître leur sort. Donc soit on les juge, soit on les relâche.
Le texte sur la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Il a été traduit dans plus de 500 langues. Promouvoir les droits de l'homme, c'est aussi engager le combat contre les violences basées sur le genre. La Côte d'Ivoire montre l'exemple en menant 16 jours d'activisme contre ces violences. Le pays dit non au mariage des enfants et invite à une action commune maintenant pour y mettre fin. Le message est bien relayé à Daloa comme dans d'autres villes où les ONG, vous allez le voir, ont sensibilisé les populations. Le reportage à Daloa de Ngana Konati. La campagne nationale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre se poursuit à l'intérieur du pays. À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, plusieurs partenaires y ont pris part, au nom desquels le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, des ONG nationales et internationales. Une initiative qui a réuni divers participants, tous venus lancer un appel à la mobilisation citoyenne pour le changement de comportement. Nous luttons toujours, nous les imams. On dit ça dans les sermons. Violence aux femmes. Dieu même a dit dans le Saint-Coran, les femmes sont nos mamans. Donc je demande à tout le monde, la communauté musulmane, arrêtez de faire violence aux femmes. Bataille des femmes, j'interviens. Le mariage forcé, moi j'interviens. Et je vais même dans les domiciles pour leur prodiguer des conseils. À partir d'aujourd'hui, je continuerai encore le combat. Au cours de cette journée, les participants ont été sensibilisés sur l'établissement des relations saines à la maison et dans la communauté. Selon le chef de délégation de l'Union européenne, les droits fondamentaux de la jeune fille en Côte d'Ivoire sont encore menacés. En Côte d'Ivoire, une femme sur 3 est excisée. En Côte d'Ivoire, une femme sur 10 est mariée avant l'âge de 15 ans et 40% sont mariés avant l'âge de 18 ans. Donc c'est des proportions qui sont absolument colossales et qui ne pourront changer qu'à travers l'éducation. Les ONG nationales appellent donc à la contribution et à l'union de tous les acteurs pour réduire, voire éradiquer les violences à l'égard des femmes et des filles, y compris le mariage des enfants. Les textes de loi existent. La Côte d'Ivoire a ratifié tous les textes. Mais il y a un problème. Il faut briser le silence. Pour qu'on puisse sanctionner, il faut qu'il y ait la dénonciation. Or, dans la réalité, la dénonciation est très difficile. Dans mon établissement, j'ai fait également l'objet d'un mariage forcé d'une fille de 11 ans, un monsieur de près de 58 ans. Et j'ai donc fait appel au procureur de la République de Mans par l'entremise de la clinique juridique. Donc ce monsieur a été donc arrêté, interpellé. Et aujourd'hui, la fille a repris les cours. Elle a eu donc son BPC brillamment l'année dernière et elle continue ses études. Elle est actuellement en seconde. C'est dit que nous tous, là, nous devons nous mobiliser pour donc lutter contre ce fléau-là qui est en train donc de gangréner l'éducation nationale. Les femmes et les jeunes filles qui ont pris part massivement à cette journée de sensibilisation ont été invitées à dénoncer les auteurs et complices des mariages d'enfants et à éviter les règlements à l'amiable. On en arrive à notre dossier de ce 20 consacré aux ressources halieutiques. Quelle contribution de l'aquaculture à l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en poissons? Que fait le gouvernement pour combler les besoins des consommateurs en poissons? Notre reporter Jean-Luc Bango s'est rendu à Boaké où se trouve l'une des 3 stations d'alevinage opérationnel ici en Côte d'Ivoire. Dans cette ferme piscicole à la périphérie de Boaké, Téné et Adama achèvent l'inspection des étangs. Une tâche qu'ils accomplissent tous les jours avec une attention particulière. L'élevage des poissons est pour cette famille une activité rentable. Chaque 2 semaines, ce sont plus de 200 poissons qui quittent ces étangs pour les différents marchés de poissons de la ville. C'est les femmes qui viennent acheter avec nous pour aller se promener pour vendre. Et puis, quand on pêche aussi, il y a des gens des quartiers aussi viennent pour acheter. Ça plaît aux gens. On demande ça beaucoup au marché. Même à présent, mais les gens continuent de demander, mais comme ce n'est pas trop gros, on ne peut pas vendre pour le moment. Téné n'a pas reçu de formation de piscicultrice. Juste un encadrement et une assistance du CNRA, le Centre national de recherche agronomique, qui lui a fourni les alevins. Aujourd'hui, elle gère avec succès cette ferme qui appartient à son oncle. On a jeté les alevins à Sanera. Quand on a envoyé, on les a mis dans l'eau. On a commencé à les donner à manger. Un peu, jusqu'à ils ont grossi. À moins de 5 km de là, la station de recherche sur la pêche et l'aquaculture du CNRA. C'est d'ici que sont partis les alevins qui ont permis d'approvisionner les étangs de Téné.
La station de Boaké est l'un des principaux fournisseurs d'alevin aux pisciculteurs du pays. Dr Cyril Ngouan est le chef du programme pêche et aquaculture continentale. Là, nous avons des géniteurs là, qui s'agitent devant nous, qui sont en conservation, qu'on utilise à l'occasion pour faire des reproductions et puis avoir des larves, soit pour les producteurs, soit pour nous-mêmes, pour des expérimentations, ou alors pour produire de nouveaux géniteurs, pour servir en tout cas les acteurs privés qui en ont besoin. Plus de 74 000 tonnes de poissons sont pêchées en Côte d'Ivoire sur les 360 000 tonnes consommées chaque année. 80% d'importation et un peu plus de 5% issus de l'aquaculture. Relancer la production de poissons au niveau national, tel est l'objectif de ce projet de développement de l'aquaculture. Ce projet a permis au CNRA de former 5 premiers multiplicateurs, comme on dit, si vous voulez, des pisciculteurs semenciers du tilapia et qui sont en activité actuellement au niveau du pays. Ça n'existait pas vraiment dans le tissu de production de poissons de pisciculture en Côte d'Ivoire. Depuis le démarrage de ce projet en 2014, la station aquacole de Boaké a produit plus de 1 900 000 alevins de tilapia qu'elle a mis à disposition des pisciculteurs. En avant-garde de la recherche aquacole en Côte d'Ivoire, la station de Boaké sert actuellement de champ d'expérimentation pour l'introduction du tilapia de souche brésilienne. La station piscicole du CNRA a effectivement reçu la souche brésilienne du tilapia Oreochromis nauticus et avait pour mission de les faire croître, les multiplier pour que nous puissions faire des tests en station sur leur performance zootechnique avant de les proposer aux pisciculteurs ivoiriens. Un projet que les chercheurs ont mené à son terme. Ils attendent désormais l'autorisation des organes de tutelle pour mettre cette souche de tilapia à disposition du grand public. Par rapport aux performances que nous avons constatées, qui sont appréciables, nul doute que l'État décidera de les mettre à la disposition des producteurs qui attendent, il faut le dire, qui attendent depuis un certain temps que cette souche soit à leur disposition pour améliorer leur production sur leur ferme. Pour retrouver le tilapia de souche brésilienne dans nos assiettes, il faudra donc patienter encore quelques mois. Lancé en 2014, le projet de développement durable de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire vise à contribuer à la sécurité alimentaire et à lutter contre la pauvreté en milieu rural. L'aquaculture ivoirienne devrait ainsi passer à une production de 200 000 tonnes de poissons en 2020 contre 1290 tonnes en 2007. Voilà, l'aquaculture, une solution à l'autosuffisance en poissons, un sujet de Jean-Louis Bambo du service économie de la rédaction. On s'intéresse aussi à votre santé. Dans ce 20, le programme national de lutte contre le paludisme poursuit sa campagne de démoustication. Il était récemment à Agboville où il a procédé à la destruction des gîtes lavaires et à la pulvérisation. Les populations d'Agboville ont été invitées à poursuivre l'action afin de faire barrage aux moustiques vecteurs de paludisme. Delphine Blas. Depuis plus de 2 mois, sur toute l'étendue du territoire national, c'est cela la méthode du PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme. Destruction active de nids de moustiques et de moustiques adultes. Mais cela ne saurait suffire pour éradiquer le paludisme si les populations elles-mêmes ne s'engagent pas dans la lutte. Pour les impliquer ici, à l'étape d'Agboville, le PNLP a rendez-vous avec toutes les forces vives du département. Les noix de coco, les coquilles d'escargot, tout cela, il faut les éliminer. Il ne faudrait plus que ça reste à proximité de nos maisons. Parce que quand il y a de l'eau dedans, l'anophèle femelle vient pondre ses œufs dans ces eaux-là. Et ces œufs, au bout de 7 jours, vont éclore et vont donner des moustiques adultes. Ce sont ces moustiques-là qui sont à l'origine du paludisme. Identification des gîtes lavaires, les différents genres de moustiques, l'impact sur l'homme, la complication du paludisme, tout a été passé en revue pour donner aux populations d'Agboville les moyens nécessaires de se protéger contre cette maladie, première cause de mortalité en Côte d'Ivoire. Ce que je demande à la population d'Agboville, c'est de prendre vraiment au sérieux cette campagne de sensibilisation et de démoustication qui est en cours. Parce que c'est pour son bien-être, c'est pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Vraiment, on ne respecte pas. Mais à partir de ce moment,
Après cette opération, je pense que tout va aller mieux parce que nous allons sensibiliser toutes les populations. Après l'étape d'Arbeville, cap sera mis sur la ville de Toumaudi, toujours avec le même objectif, impliquer les populations dans la lutte contre le paludisme qui a fait plus de 3000 morts en 2016 en Côte d'Ivoire. Et on parle littérature avec une œuvre autobiographique d'un viatorien brésilien et sa trompette, écrite par un auteur ivoirien. Il est enseignant de formation et il exerce dans l'humanitaire par passion. La dédicace de l'œuvre a été faite en présence du ministre de la Communication, Bruno Koné-Nabagné. Franck Quadio. Il s'est toujours plu à parcourir les lignes écrites par ses soins. Hyacinthe Vianney Ndatien, ancien de Saint-Viateur, institution scolaire, livre une tranche de sa vie. L'ingrédient principal, un viaticien brésilien et sa trompette. Brésilien parce qu'à l'époque, nous avions des Jeux olympiques à Saint-Viateur et arrivé en classe de 6e, chaque promotion devait prendre le nom d'un pays qu'elle adoptait jusqu'en classe de terminale. Et cela permettait donc de faire des compétitions sportives et autres. Trompette parce qu'à Saint-Viateur, nous avions une fanfare et j'étais membre de cette fanfare, je jouais de la trompette. Mais au-delà de son moi, l'auteur véhicule des valeurs d'une éducation, mais aussi d'une ville, Bouaké. Je veux justement mettre en lumière la formation intégrale, la formation humaine que j'ai reçue en dehors des classes, parce que nous avions vraiment une formation suffisamment complète qui faisait que c'était tout l'être humain qui était valorisé. Des anciens de Saint-Viateur, dont le ministre de la Communication, heureux de se retrouver et de revisiter autour de ce livre leur tendre jeunesse. Nous sommes plus qu'une famille. Nous avons passé, je pense, plus de temps ensemble que ne le font certaines familles. Donc, j'ai toujours en moi cette part de Saint-Viateur. Hyacinthe Vianney Ndatien, écrivain, a consacré la plupart de sa vie à l'enseignement et à l'humanitaire. Après le livre, pourquoi pas, bientôt, la musique. De la littérature à la religion, nous sommes dimanche, c'est jour de culte pour de nombreux chrétiens. Et justement, les fidèles chrétiens catholiques se sont réunis à la paroisse Saint-Albert, le Grand à Cocody, pour célébrer la famille. C'était en présence du nonce apostolique et de Mme Henriette Bédier. Plus de 50 familles, vous allez le voir, ont reçu la bénédiction du pape à travers des parchemins. Le témoignage de Patricia Omouetia. Il y avait foule à la paroisse Saint-Albert-le-Grand pour la messe de célébration des familles. Plus de 50 familles ont reçu la bénédiction papale ce dimanche. Vivre une messe en famille, c'est exprimer la joie, le bonheur de célébrer ensemble le sacrifice du Christ. La fête des familles a été créée afin que chacun prenne conscience de l'importance de la famille comme lieu d'épanouissement. Et sans solidarité, sans partage, nous ne pouvons pas bâtir la société. N'est-ce pas? Alors, c'est la famille qui nous aide. Alors, prions le Seigneur, demandons toutes les bénédictions possibles pour nos familles. Au cours de cette célébration eucharistique, l'homélie a rappelé l'importance de la vocation et de la mission de la famille dans toutes ses dimensions humaines et spirituelles. Il faut faire tout pour sauvegarder le côté divin de la famille. Parce que si nous tuons le divin, il ne reste plus que l'humain. Je demande à toutes les familles de sauvegarder le côté divin, que ce côté divin-là mène le côté humain à sa perfection. Pour ces familles, seul l'amour et le pardon peuvent aider à surmonter les obstacles. Dans un couple, la chose la plus importante, c'est d'abord l'amour, mais ensuite la tolérance et le pardon. C'est une très bonne institution de l'Église de célébrer les familles. Aussi, cela témoigne que dans la famille, il y a ce qu'on appelle la joie. Et c'est une communion. Pour la porte-parole, c'est un privilège que de célébrer la famille. Elle qui totalise 50 années de mariage, elle a livré le secret d'une vie épanouie. Pour ma part, avec plus de 50 années de mariage, je voudrais me permettre de dire à mes jeunes sœurs et frères récipiendaires du parchemin de la bénédiction papale que le secret d'une vie de famille heureuse repose uniquement sur l'amour et l'obéissance à Dieu, ainsi qu'à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Aime ton Dieu et fais sa volonté et tu récolteras
joie, bonheur et prospérité pour ta famille. Henri Konan Bédier a également fait un don à la paroisse Saint-Albert-le-Grand en rénovation depuis plusieurs mois. Cette fête des familles a été aussi l'occasion de célébrer l'entrée de l'église dans l'Avent. Nous partons à présent pour Israël où les chrétiens évangéliques et protestants ivoiriens étaient en pèlerinage. Ils ont mis à profit leur séjour pour redonner vie au sol d'Israël. Vous allez le voir, ils ont participé à la cérémonie de planting d'arbres en Galilée. Le reportage sur place de Sidonie Davila. Un plan d'arbres mis en terre et voilà scellé l'alliance avec Israël. Les pèlerins ivoiriens de décembre 2017 ont décidé de participer à la reforestation d'Israël au cours de leur séjour. Planter un arbre en terre sainte est un rituel qui répond à un principe spirituel. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une prière est dite avant. Au-delà de l'aspect spirituel, les pèlerins contribuent ainsi à faire reculer le désert. Donc, ce que nous venons de faire, il est assez symbolique. C'est un acte de foi que nous avons posé et nous pensons aussi que les retombées seront à la dimension de nos attentes. Je pense que j'ai posé le plus grand acte du monde. C'est une grâce que Dieu m'a faite d'être au nombre de ceux qui viennent pour participer au planting. Au total, ce sont plus de 200 arbres qui ont été plantés ce jour par les chrétiens évangéliques et protestants dans la localité de Golani, en Galilée. Israël est un pays désertique où 10% de la population vit dans le désert. Donc en chiffres, ici, la superficie de la Terre Sainte s'élève à 21 000 km². Donc prenons 2 tiers semi-désertiques. Donc paysage aride, sauvage, où il n'y a quasiment rien qui ne pousse, mais quand même l'État a pu réussir à planter, refleurir une grande partie de cette zone aride. Le planting d'arbres est un acte que posent la plupart des visiteurs de passage en Israël. Comme eux, les pèlerins évangéliques et protestants venus de Côte d'Ivoire attendent que cette action leur soit bénéfique, tout comme à leurs différentes familles et à leur pays, afin que la paix y règne. Et je vous propose le reste de l'actualité dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité cette semaine dans le monde? Éléments de réponse dans le 7 sur 7 avec Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo. Lundi, la chaîne Al-Masira au Yémen a annoncé la mort de l'ex-président Ali Abdallah Saleh lors de combats dans la capitale Sanaa, une annonce confirmée par la direction du parti, le Congrès populaire général. En Sierra Leone, un diamant de 709 carats a été vendu aux enchères. Il a été enlevé à 5,5 millions d'euros par le joaillier britannique Lawrence Craft. Le diamant avait été découvert en mars dernier par des employés d'une société de prospection minière dans le pays. Dans la nuit de mardi à mercredi, Laetitia Hallyday a annoncé le décès de la mégastar française. À 74 ans, Johnny Hallyday est mort des suites d'un cancer de poumon. Des 4 coins du monde, des hommages lui ont été rendus. Jeudi, Donald Trump, le président américain, a annoncé la reconnaissance officielle de Jérusalem comme capitale d'Israël, une décision qui vient, dit-on, rompre des décennies de diplomatie américaine et internationale. Vendredi, la Cour suprême au Libéria a autorisé la tenue du second tour du scrutin présidentiel, rejetant le recours des candidats arrivés derrière George Weah au premier tour de l'élection. Le scrutin opposera donc l'ex-star du football au vice-président sortant, Joseph Boakai. Samedi, les fans de Johnny Hallyday se sont rendus en nombre sur les Champs-Élysées à Paris pour dire adieu au chanteur, un hommage national auquel a pris part le président français Emmanuel Macron. Johnny Hallyday sera inhumé ce lundi à Saint-Barthélemy. Après le nord de la Californie, en octobre, c'est au tour du sud de l'État d'être touché par des incendies géants et destructeurs. Plus de 200 000 personnes sont évacuées à ce jour et quelques 500 bâtiments et des dizaines de milliers d'hectares de forêt sont brûlés. Vendredi déjà, le président américain a approuvé une déclaration d'urgence pour débloquer l'aide fédérale de Washington.
En sport football, pour terminer, la SEC Mimosa a battu l'Africa Sport d'Abidjan ce dimanche sur le score d'1-0 dans le cadre de la 10e journée du championnat national de Ligue 1 de football. Avec cette victoire, la SEC Mimosa conserve son leadership en décrochant 3 autres points. Les Mimos tiennent ainsi la tête du peloton quand l'Africa Sport occupe la 5e place. Voilà la fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Très belle soirée sur RTI 1.